concernant le code Napoléon de 1804 et de la place de la femme, est-ce que vous pourriez, mais très brièvement, recadrer un petit peu ce code Napoléon et simplement faire l'incise plus spécifique concernant alors la femme? Oui, bien évidemment. Alors, ce code Napoléon, qui date de 1804, qui a été préparé en fait par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est l'enfant chéri de Napoléon Bonaparte. Il en présidait d'ailleurs lui-même les séances. Répond à une attente profonde des élites et même plus largement du pays, puisque la France était divisée entre pays de droit écrit, principalement la moitié sud, et pays de droit coutumier au nord. Et dès la Révolution, on s'était posé la question, et en particulier Cambacérès, de rédiger un code qui permette d'unifier le droit. Et ça n'avait pas pu aboutir en raison des turbulences multiples de la Révolution. Et au lendemain de son coup d'État, eh bien, c'est Napoléon Bonaparte qui reprend ce projet. Et bien évidemment, ce projet est porté et soutenu par les élites du temps, puisqu'elles vont en être les principales bénéficiaires. Et ces élites, on commence à les appeler, depuis la Constitution de l'an 8, que je vous évoquais tout à l'heure, les notables. Alors, les notables, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des propriétaires, ce sont des pères de famille qui incarnent parfaitement, comme vous le disiez dans votre question, la société patriarcale française. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que ce code civil, il ne faut pas voir l'histoire tout en noir ou tout en rose, par certains côtés est extrêmement progressiste, puisque dans un certain nombre de pays qui seront conquis par la France, mais aussi émancipés, eh bien, le code civil va être le levier essentiel qui permettra, par exemple, l'abolition du servage. On pense à un certain nombre d'États allemands de cette période. Mais par d'autres côtés, et dans le cas qui nous concerne, le cas français, il sera, bien évidemment, on l'a dit, très patriarcal, et il mettra sur un piédestal bien, cette figure du propriétaire et du père de famille, du pater familias, parce que là, il y a un retour en fait au droit romain d'une certaine façon, et c'est la figure du père de famille. Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, effectivement, eh bien, le père de famille a tout pouvoir sur ses enfants, y compris d'ailleurs le pouvoir, si ses enfants se comporteraient mal, de leur appliquer des châtiments corporels, voire de les faire enfermer en prison, mais également tout pouvoir sur sa femme, c'est-à-dire que son épouse est considérée comme mineure, et à partir du moment où ils sont mariés, alors il y a différents types de contrats, nous sommes bien d'accord, on peut être séparé de biens, mais globalement, la plupart des contrats matrimoniaux font que eh bien, l'épouse abandonne tous ses droits sur la gestion de son patrimoine à son mari, et en particulier dans le sein du foyer, eh bien, ne peut pas obtenir d'exercer une profession. Alors, c'est de l'époque, peu de femmes travaillaient, nous sommes bien d'accord, mais c'est quand même une régression par rapport à d'autres époques, les Lumières, je le disais, même d'une certaine façon l'époque médiévale, et il faudra attendre, on l'évoquait tout à l'heure, les années 1960, eh bien, pour que l'épouse obtienne, sans l'accord de son mari en France, 1965, le droit de pouvoir travailler. Voilà pourquoi beaucoup de femmes au XIXe siècle préféraient ne pas être mariées pour pouvoir rester libres. Elles avaient tout compris. Elles pratiquaient l'union libre pour certaines. Non, mais ça me fait rire parce que moi qui suis à l'aube de me marier, ça me fait un peu rire. Voilà. Mais on a fait un contrat de mariage, séparation de biens. Voilà. Bon. Et puis la Belgique, sur beaucoup de points, en particulier celui-là, pourrait en remontrer à la France aussi, je crois. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est marrant de se marier, le mariage, la manière dont on le voit. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais ce que je dis toujours, et ce qui a été dit dans les débats contradictoires chez nous, voilà, c'est que bien évidemment le bilan de Napoléon, si vous voulez, comme d'ailleurs le bilan de Napoléon III et celui de Gaulle, n'est ni tout blanc ni tout noir. Et l'essentiel, c'est de replacer les faits que l'on rapporte dans le contexte historique. Voilà. Ça me paraît être la règle d'or, dont certains de nos politiques, à fin partisane, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, ont tendance à se départir malheureusement.